19h. Yarana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. À la une de l'actualité de ce vendredi, la solidarité polynésienne s'organise après les incendies meurtriers qui ont ravagé la ville de Lahaina à Maui. 11 000 personnes sont sans électricité sur l'île. La rentrée scolaire, un coût pour les familles modestes, papeterie ou stylo. De nombreux produits augmentent et coûtent plus cher. Parfois, l'allocation de rentrée ne suffit pas. Nous recevons ce soir le vice-recteur à quelques jours de la rentrée des classes, Thierry Terré, est notre invité. 4 Polynésiens sur 5 sont encore en lice à la Shiseido Tahiti Pro. Des conditions timides et une houle croisée pour ce premier jour de compétition. Les vagues seront-elles au rendez-vous demain? Réponse avec Heyar Itahiata en direct depuis Te Ahupu. Le dernier bilan des incendies fait état de 67 morts ce 11 août à Maui. Une catastrophe sans précédent qui touche les Polynésiens sur l'île. Lahaina, c'est une ville mythique. Les gens viennent se marier. C'est tout ça qui disparaît avec les flammes, a confié Tapuar Iloglin, qui vit dans une ville voisine. Sur place, les secours s'organisent et même du côté de la communauté polynésienne. Caroline Fari, Patita Savia. Après les flammes, les stigmates. La ville de Lahaina, sur l'île de Maui, est détruite à 80%. Un bilan humain sous-estimé si l'on en croit le maire du comté, Richard Bissen, selon qui l'intérieur de nombreux bâtiments consumés par les flammes n'a pas encore été fouillé. Les dégâts sont considérables et plus de 11 000 personnes sont sans électricité sur l'île. Sur place, la communauté polynésienne tente d'aider les sinistrés. C'est assez dur, quoi. Ils n'ont rien. Plus d'électricité, ils n'ont pas de réception de téléphone pour contacter des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu, qui n'ont aucune nouvelle de certains membres de leur famille, donc ils se demandent où ils sont. Et on a aussi beaucoup de gens dans la communauté qui organisent eux-mêmes leur propre petite organisation pour collecter des biens et à manger. On trouve des grands camions et on essaie d'amener tous ces camions là-bas, vers Lahaina, la ville affectée. Tapuar Iloglin, qui vit dans l'île du Nord à Hawaï, est arrivé à Tahiti il y a 3 semaines. Le chanteur, sous le choc, déplore la destruction d'une ville mythique. Lahaina, c'est vraiment une ville mythique. Il y a toute une histoire. Et puis, aller à Lahaina, les gens viennent se marier, c'est tout un truc. Et c'est aussi tout ça qui disparaît avec les flammes. Mais, je ne sais pas quoi dire. J'ai regardé les images et puis j'ai appelé nos connaissances là-bas et tout. Mais c'est sûr que la communauté locale va déjà essayer d'emmener, comme dans les autres événements, du maha et tout ça. Mais c'est incroyable. Certains grands feux n'étaient pas totalement contenus jeudi matin. Les vents moins puissants en cours jusqu'à la semaine prochaine pourraient faciliter la tâche des pompiers. L'administration Biden a d'ores et déjà annoncé le déblocage d'une aide fédérale pour les zones touchées. La reconstruction est promise. Et une enquête sur la gestion des incendies dévastateurs a été ouverte au moment où émergent de nombreuses questions sur d'éventuels manquements. 3 incendies, dont celui près de Lahaina, étaient encore actifs ce vendredi sur Maui. Retour au pays, à la veille de la rentrée, les parents font les comptes. Et c'est indéniable, les prix des fournitures scolaires ont augmenté, même si l'inflation poursuit sa décrue. Pour faire face à ces dépenses, l'allocation de rentrée scolaire a été versée. Selon les revenus, elle varie entre 8 et 19 000 francs. Pour certains, cette aide ne suffit pas. Les détails avec James O et Jérôme Lee. Dans ce quartier populaire de Papeete, cette jeune fille fera ses premiers pas au collège la semaine prochaine. Il y a quelques jours, elle a pu récupérer ses fournitures grâce à l'allocation de rentrée scolaire, une aide du pays non négligeable, mais insuffisante lorsque les parents ne travaillent pas. C'est un package, ça, des fournitures du collège de Makotevane. Alors c'est 7 500, c'est tout ce qu'il y a là, sans le sac. 7 500. Avec l'aide, 8 000 francs l'aide. OK? Moins 7 500, il va rester que 500 francs seulement qui va rester. Ça n'a pas assez. Alors je pense qu'après, il y a d'autres choses qu'il faut acheter. Avec 8 000 francs, ce n'est pas suffisant. En effet, bien que revalorisée par l'ancien gouvernement, cette subvention ne peut pas à elle seule couvrir l'ensemble des dépenses liées à la rentrée scolaire. L'an dernier, tout régime confondu,
31 550 élèves ont bénéficié de l'ARS pour un budget d'environ 300 millions de francs, un montant quasi identique pour cette année. Les aides de la rentrée scolaire sont attribuées aux familles qui ont des revenus modestes et qui est là pour les aider à faire face aux frais de la rentrée scolaire, mais aussi pour maintenir leur pouvoir d'achat. Il n'y a pas de formulaire à remplir puisque l'attribution de ces aides est automatique dès lors qu'ils remplissent les conditions de revenus ou critères d'éligibilité. Afin d'aider les familles à faible revenu, certaines communes ont fait le choix de créer une ligne budgétaire pour l'achat de fournitures scolaires. Ainsi, cette année, la commune de Mahina a inscrit une dotation de 13 millions de francs, votée à l'unanimité par le conseil municipal. En plus des fournitures scolaires, en fait, il y a une opération qui s'appelle Kit d'hygiène, qui on met en place pour les familles nécessiteuses, où là, ils auront en plus des fournitures, un sac à dos, des produits d'hygiène, du linge de sport. Cependant, ces aides de la commune ne concernent que les 1300 élèves du premier degré. Cette année, en Polynésie, 48 000 élèves de l'enseignement public se préparent à retourner en classe dès lundi prochain. Et nous accueillons à présent notre invité Thierry Tereyarana. Merci d'être sur Polynésie la Première. Vous êtes le vice-recteur de Polynésie. Pour cette rentrée scolaire, une revalorisation financière du métier d'enseignant a été annoncée. Est-ce qu'elle sera mise en place dès cette rentrée scolaire ? Alors, plusieurs éléments se conjuguent pour revaloriser à la fois la fonction publique en général et le métier d'enseignant en particulier. 1,5% ont été ajoutés dès le mois de juillet. Il y a une partie socle qui touchera l'ensemble des enseignants en septembre, au 1er septembre. Et à cela s'ajoute ce qu'on appelle le pacte, on en reparlera sans doute tout à l'heure, qui dépend de l'engagement de tel ou tel enseignant. Ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Mais au total, cela représente pour la Polynésie quelques 3 milliards de francs pacifiques. En plus, on atteint un budget pour l'éducation de près de 71 milliards. Financé par l'État, donc. Absolument. Donc, vous parliez du pacte, justement. Cela consiste à une augmentation de salaire contre 72 heures de travail en plus par an. Cela rappelle un peu un slogan de campagne, travailler plus pour gagner plus. Est-ce que c'est l'objectif ? Alors, c'est à la fois un principe de revalorisation des enseignants et l'idée qu'à travers cette revalorisation, on peut demander de modifier quelques éléments pour améliorer la qualité du service public d'éducation. Alors, l'améliorer comment ? Je prends 2 exemples. Le remplacement de courte durée. Là où on ne peut pas mobiliser des remplaçants qui sont en brigade, eh bien, cela fait partie des missions que les enseignants peuvent cocher. Ils pourront s'engager. Alors, en Polynésie, le choix a été fait de rendre ce remplacement de courte durée obligatoire si l'on s'empare du pacte. Autre exemple, le tutorat, ou encore la possibilité de faire du soutien aux élèves de 6e, soutien en mathématiques, soutien en français. Il y a un ensemble de missions ainsi qui vont de 18 heures jusqu'à 24 heures par mission et on peut s'engager dans 3 types de missions. Donc ça peut représenter une somme pour les enseignants qui s'engagent sur la totalité de l'ordre de plus de 800 000 francs pacifiques par an. C'est considérable. Pour le remplacement, ce sera obligatoire et pour le tutorat et le soutien, ce sera sur la base du bénévolat ou... Voilà, toutes ces missions sont obligatoires, sont optionnelles, mais si un enseignant décide de s'engager dans le pacte, c'est une lettre de mission qu'il signera dans quelques jours, dans quelques semaines, alors le remplacement de courte durée sera obligatoire. C'est la première mission à réaliser. Alors dans l'Hexagone, certains syndicalistes parlent déjà d'entourloupe. Ici, les représentants syndicaux ont prévenu qu'ils seront très attentifs. Vous restez ouvert au dialogue ? Tout à fait. Et lorsque nous avons présenté ce dispositif fin juin, début juillet, aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école, nous les avons invités à communiquer très rapidement auprès des équipes. Et nous avons déjà près de la moitié des possibilités qui nous ont permis de dégager des pactes. Donc, bon, il y a encore des marges, mais on peut dire que c'est un dispositif qui va marcher en Polynésie. Il y a déjà des volontaires ? Il y a énormément de volontaires, plusieurs milliers. Et avec la rentrée, on va évidemment aller encore plus loin. Alors, lors de l'accueil des enseignants mis à disposition de la Polynésie lundi dernier, il y a eu des discours assez fermes de la part du ministre aussi et de la vôtre. C'est assez rare. Est-ce que cette rentrée est particulière ?
Oui, c'est nécessairement une rentrée particulière parce qu'il y a de nouvelles orientations politiques, en général pour la Polynésie française, de nouvelles orientations pour la politique éducative en particulier, et notamment pour les nouveaux, ceux qui arrivent, les mises à disposition. Il était sain, je crois, de rappeler la place du pays, la place de l'État. Les uns et les autres ne font pas la même chose. C'était juste un rappel, je crois que c'est un rappel utile. Merci beaucoup Thierry Teré pour ces premières invitation. réponses. Nous allons revenir avec vous juste après puisque l'enseignement bilingue dans les classes du premier degré, c'est une réalité aux Marquises depuis 2020. Dans les 23 écoles primaires de l'archipel, le marquisien et le français sont les langues utilisées dans l'apprentissage. Une réussite qui n'était pas de tout repos. C'est le résultat d'un travail de longue haleine mené sur plusieurs années par l'inspectrice de l'éducation nationale en charge des Marquises. Aline Heita Archier est interrogée par Marie Curva. À l'heure d'aujourd'hui, dans ces écoles où on a installé les dispositifs en 2020, tous les cycles 1 peuvent démarrer l'année 2023-2024 à hauteur de 100% en marquisien et 100% en français. Si je dis qu'aujourd'hui c'est possible, c'est parce que nous avons mis 3 ans pour élaborer les outils permettant aux enseignants d'avoir du contenu pour pouvoir l'enseigner en marquisien. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on parle le marquisien que l'on peut enseigner le marquisien. Il faut un contenu didactique pour que les enseignants puissent être sécurisés dans leur enseignement en marquisien, au même titre que l'enseignement en français. Thierry Teré, pour cette nouvelle rentrée, donc, le ministre de l'Éducation veut renforcer la place du Reo Tahiti. Cela nécessitera de fait une réadaptation des programmes. Est-ce que les professeurs seront opérationnels dès la semaine prochaine ? Non, pas dès la semaine prochaine, assurément. Monsieur le ministre a décidé de mettre en place ce qu'il appelle une task force, un ensemble de 5 ou 6 personnes qui vont travailler dans les prochaines semaines et peut-être les prochains mois pour définir à la fois les orientations, les conditions qui permettront d'aller vers un bilinguisme plus généralisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors ça pourra passer par des temps peut-être d'immersion avec 100% des enseignements en langue polynésienne, l'une des langues polynésiennes, pas simplement le marquisien ou le tahitien, le réo-tahitien. Sur d'autres temps, ce sera le français. Donc tout ça est à imaginer. Il y a des conditions réglementaires, institutionnelles, de formation aussi, parce qu'en effet, les enseignants ne sont pas tous prêts dès aujourd'hui. Et là, ils seront formés, donc ? Ils vont être formés, ils le sont déjà en partie, et je pense que cette task force va définir plus précisément les conditions d'une généralisation de la formation continue en faveur du bilinguisme. Donc cette année, c'est une rentrée test ? C'est une rentrée où on met en place ces conditions, mais la déclinaison concrète dans les classes prendra encore 1, 2, 3, peut-être 4 ans. Merci beaucoup Thierry Teré d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, et la grande rentrée pour le premier degré est prévue le mercredi 16 août. Des conditions peu optimales pour ce premier jour de la Shiseido Tahiti Pro. Malgré tout, nos athlètes polynésiens ont réussi à se positionner, à l'image de Wahine Fierro qui se retrouve en quart de finale. Mihimana Braille, lui, se hisse en 8e de finale. Kauli Vast et Mathei Drole devront encore faire leurs preuves et malheureusement, Aylan Vast est écarté de la compétition. Nous allons au PK0 rejoindre Heyar Itahiata et Teivaribé. Heyar Yarana, quelles sont les conditions annoncées pour demain ? Yorana Ayata, Yorana tout le monde. Comme vous l'avez dit Ayata, les conditions n'étaient pas optimales aujourd'hui pour la première journée de compétition. Il y avait des vagues d'1,50 m à 2 mètres, mais elles n'étaient pas suffisantes pour que les surfeurs s'expriment comme ils l'auraient souhaité. Demain, ce sont les mêmes conditions qui sont attendues pour cette deuxième journée de compétition. Chers téléspectateurs, pour le résumé complet de cette première journée de compétition, restez avec nous. Juste après ce journal, nous vous avons préparé une édition spéciale résumée de cette première journée. Nous avons suivi nos surfeurs locaux. Ils étaient 5 à concourir aujourd'hui dans cette compétition. Pour la plupart, c'était la première fois. Leur émotion, leur réaction dans cette page spéciale juste après ce journal. Mais ce soir, nous allons nous intéresser aux forains et aux restaurateurs qui font aussi partie de l'histoire du surf ici à Tiahupo. Chaque année, ils sont là, ils s'installent et ils participent aussi à leur manière à cet événement. Mais vous allez l'entendre ce soir, ils sont ouverts depuis la semaine dernière. Ils sont contents, mais ils sont aussi inquiets car ils ont observé que depuis la semaine dernière, il y a de moins en moins de personnes qui fréquentent les bords de plage ici à Tiahupo. C'est notre sujet ce soir pour ce journal avec Teivaribé.
C'est l'une des 3 structures de la commune chargée de restaurer les compétiteurs ainsi que les officiels. Une manne économique non négligeable mais qui nécessite un peu d'organisation. En fait, on doit être prêt pour 11 heures. 11 heures, ils viennent récupérer. C'est quand même une 50aine de plats. Donc, on ferme et après, on réouvre dans les environs de midi. Juste le temps de faire les préparations et après, on ouvre. L'avant-dernier tour du CT est aussi une source de revenus non négligeable pour les artisans. Problème cette année, la fréquentation. C'est une opportunité pour la population justement de se faire un peu de sous-sous, comme on dit. Hein. Mais nous, on a cette vue et ce paysage tous les jours, donc on s'en plaint pas. Hein. Alors oui, ça nous aide beaucoup et puis ça nous permet aussi de sortir un peu du quotidien, d'être sur le PK0, quoi. Et cette année, c'est un peu plus difficile, on va dire, parce que les autres années, on était carrément à la pointe. Hein. Et là, comme il y a des travaux, donc on a... Par rapport aux ventes, si vous voulez, c'est un peu plus difficile que l'année dernière. Et cela se ressent au PK0. La plage n'a jamais semblé aussi vide, un constat qui semble général. Mais je trouve que cette année, il y a moins de monde que les années précédentes. Pour l'inauguration, tout ça, il y avait du monde et hier, il n'y avait pas beaucoup. Je trouve ça... Ouais, voilà. C'est dû à quoi d'après vous? C'est peut-être les travaux de la marina, tout ça. Et malgré les activités supplémentaires mises en place, une partie de la fin de la route est aussi en travaux depuis plusieurs mois et la difficulté de rejoindre la zone après la rivière de Faworo-Tirahi peut aussi être dissuasive. Ne manquez donc pas le résumé de cette première journée de compétition, ce sera juste après ce journal. De la musique classique pour terminer. À l'occasion des 10 ans de l'Opéra d'été à Paris, la ville de Papeete a projeté sur grand écran hier soir Les Noces de Figaro, une représentation de Wolfgang Amadeus Mozart sur une mise en scène de Nettia Jones. Cet opéra à ciel ouvert dans les jardins de Pas of Ay a attiré de nombreux curieux. Bien installés sur leur POE, les spectateurs ont apprécié le spectacle en famille. Dernière semaine de vacances avant la rentrée scolaire, c'est la principale information de ce journal. Une rentrée qui coûte cher, plus cher que les années précédentes, malgré les aides et les allocations dont bénéficient les familles les plus modestes. Dans vos écrans ce soir, un concert mixant les musiques ultramarines, Mashup Tropical, puis à 21h, les Bleus vous donnent rendez-vous pour leur match en quart de finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France affronte l'Australie et pour les couches tard, la Colombie sera opposée à l'Angleterre, début du match à 1h du matin. J'ai été ravie de vous accompagner cette semaine. Vous aurez le plaisir de retrouver Juliane Favnec dès demain. Prenez soin de vous et bon week-end. On referme ce journal sur ces belles images de surf. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.